Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons-en, notre émission mensuelle d'économie en collaboration avec l'IGI. Ce mois-ci, on va s'interroger sur cette question. Les entreprises se doivent-elles d'être généreuses ? Parce qu'il faut le dire, c'est le moment de l'année où quand on est une association ou une fondation, on scrute la boîte aux lettres, le site internet, le compte en banque pour voir si les dons arrivent. Pour vous donner un ordre d'idée, chez RCF Vendée, on récupère la moitié de notre budget entre le 15 novembre et le 31 décembre grâce à la générosité des particuliers et des entreprises. Et les entreprises dans tout ça, est-ce qu'elles se doivent vraiment d'être généreuses ? C'est bon pour leur image, c'est aussi bon pour leur porte-monnaie, il faut le dire, grâce aux avantages fiscaux. La région des Pays de la Loire est d'ailleurs championne du mécénat en France avec plus de 12% d'entreprises engagées. Mais est-ce que ça va durer ? C'est ce qu'on va tenter de décrypter pendant l'heure qui vient et on va commencer avec vous, Marie Laudoire. Bonjour Aubéry. Vous êtes journaliste à l'Informateur judiciaire. C'est en partenariat avec votre magazine économique mensuel qu'on fait cette émission. Et comme à chaque fois, vous allez nous aider à décrypter la situation, Marie, avant que nos invités nous rejoignent. Alors, dans le contexte, ça donne quoi, le mécénat en Pays de la Loire ? Est-ce que vous saviez que la région Pays de la Loire concentre à elle seule 10% des mécènes d'entreprises en France, soit autant que sa voisine bretonne ? Et ce chiffre, je le tiens du dernier baromètre Admical. Admical, c'est une association qui, au niveau national, dresse un état des lieux du mécénat en France et en région. Et on y apprend que les Pays de la Loire ont gagné 7000 mécènes entre 2021 et 2023, soit plus de 38 millions d'euros de dons supplémentaires, ce qui porte la générosité totale de l'entrepreneuriat ligérien à 129 millions d'euros. Et ce dynamisme, Aubéry, il est largement porté par les PME qui représentent un mécène sur 4 et un tiers du volume de soutien. En Pays de la Loire, la Vendée est un levier fort de cet engagement avec le plus petit nombre de mécènes, 500 exactement. Notre département affiche le deuxième meilleur score de la région en termes de montant de dons avec 37 millions d'euros. Juste derrière Cocorico, la Loire-Atlantique. Alors, au-delà des chiffres, Marie, ce qu'on retient quand même, c'est que les Pays de la Loire sont une région qui est assez propice, finalement, aux initiatives solidaires. Et oui, Aubéry, cette première place, elle ne doit strictement rien au hasard. Notre région est une terre de culture et d'innovation. Son attractivité économique motive l'engagement des entreprises. La générosité trouve ici un terreau fertile qui est porté d'un côté par un tissu associatif qui est extrêmement bien structuré et de l'autre un ADN qui est tourné vers l'économie sociale et solidaire. À partir de là, de nombreuses initiatives collectives ont pu émerger au fil des ans et on peut citer par exemple le pôle mécénat Pays de la Loire. Il a été lancé en 2014 par la Direction régionale des affaires culturelles et il rassemble des acteurs comme les chambres de commerce et d'industrie, les ordres professionnels et les fondations. Son rôle, il est de favoriser les liens entre les entreprises et les porteurs de projets ligériens et tout simplement de les accompagner dans leurs actions de mécénat. Alors, qu'est-ce qu'on entend exactement, Marie, par mécénat ? Légalement, il y a quoi ? Je vais vous faire une petite confidence, Aubéry. Il n'existe aucune définition légale du mécénat, aussi surprenant que cela puisse paraître. Ce que l'on peut dire, cependant, pour rassurer nos auditeurs, c'est que le mécénat se distingue du parrainage par l'absence de contrepartie. Contrairement au sponsor, le mécène, il ne cherche pas à attirer un quelconque bénéfice direct de son action, dans le sens où le mécénat n'est pas une opération commerciale. Alors, c'est pas une opération commerciale, mais il y a quand même des avantages qui sont pas négligeables. Depuis la loi Ayagon de 2003, l'État encourage même officiellement les initiatives privées de soutien aux associations et fondations. Comment ? Par une réduction fiscale. Et cette carotte, elle concerne aussi bien les particuliers que les entreprises. Concrètement, dès lors qu'un don est éligible au mécénat, l'entreprise, votre entreprise peut-être, elle va bénéficier d'une réduction de 60% d'impôt sur les sociétés,
Et pour faire encore plus simple, si elle donne 1 000 €, elle a le droit à une réduction d'impôt de 600 €. En gros, ça lui coûte que 400 € pour être vraiment totalement clair. Alors ça, c'est le côté carotte fiscale. Mais il y a aussi tout un côté marque employeur qui est important dans le mécénat. Tout à fait, Aubery. Comme me l'expliquait il y a quelques jours Mélanie Grelier-Drapeau, qui est avocate et directrice des bureaux FIDAL en Vendée, le mécénat peut être un élément des stratégies RH et RSE. La RSE, je le rappelle, c'est la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Et voici ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup de collaborateurs quittent leur entreprise parce qu'ils ne sont plus en phase avec les valeurs, avec les attentes. Et en soutenant des causes ou en menant des actions fortes, eh bien, le mécénat d'entreprise, il va donner du sens au travail. C'est donc un élément d'attractivité, de recrutement et de fidélisation des salariés. Si je redis les choses autrement, d'un côté, le mécénat permet d'embarquer les collaborateurs dans des projets qui ont du sens, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance à l'entreprise. De l'autre, en mettant en avant ses actions de mécénat plutôt que son activité de fond, par exemple les hydrocarbures, l'entreprise, elle va améliorer son image, que ce soit auprès du grand public, de ses partenaires, mais aussi de ses collaborateurs d'aujourd'hui et de demain. Et ça, nos jeunes actifs, ils y sont très très attentifs. S'ils ont le choix entre deux entreprises d'un même secteur d'activité, le mécénat peut être un élément de différenciation majeur. Alors, on va l'entendre tout au long de cette émission, il y a différentes formes de mécénat et moins répandu que le don numéraire, il y a l'abandon des recettes. C'est une autre forme et il s'agit de quoi exactement ? On va faire simple, encore une fois. L'abandon de recettes, c'est quand une entreprise prestataire fait un don à une association en renonçant à percevoir la somme d'argent que lui doit son client. Il y a aussi dans la générosité des entreprises la possibilité de faire des biens en nature. Alors, il s'agit de dons matériels, mais pas seulement. Ça, on va avoir l'occasion d'en reparler, notamment avec la fondation Sodebo qui sera dans un instant avec nous. Et puis, il y a une autre forme de mécénat qui est moins connue, mais qui a quand même la cote aussi, notamment sur les marques employeurs. C'est le mécénat de compétences. C'est quoi exactement ? Une autre forme de don en nature, tout simplement. Alors, cette fois-ci, il va s'agir logiquement de mettre les compétences d'un collaborateur à disposition d'un organisme d'intérêt général. Tout le monde est gagnant. Pour le salarié, je le répète, cet engagement va donner du sens à son travail et peut aussi lui permettre d'acquérir de nouvelles compétences. Pour l'entreprise, c'est l'opportunité de motiver son collaborateur, de le fidéliser, mais aussi, on va pas se mentir, de répondre à ses obligations RSE. Et pour l'association, c'est une façon d'avoir accès à un service, la comptabilité, les conseils juridiques, par exemple, service qu'elle n'a pas les moyens de se payer autrement. Mais attention, cette partition à 3 voies, elle doit absolument être encadrée juridiquement. Nous alerte, encore une fois, l'avocate Mélanie Grelier-Drapeau. Elle nous rappelle la nécessité, tout simplement, de rédiger une convention écrite pour préciser la nature et l'objet de la prestation de mise à disposition, sa durée et ses modalités, ou encore les obligations respectives, c'est-à-dire le cadre dans lequel le salarié s'engage afin d'éviter toute confusion avec une relation de travail classique. Alors il y a un an, on a beaucoup parlé de mécénat, en tout cas on a parlé de compensation pour les associations, puisque la région des Pays de la Loire a mis un vrai coup de rabot sur le budget, 82 millions d'euros de moins, ce qui a plongé le monde culturel, associatif, les radios, un peu dans l'incertitude. On en reparlera là aussi avec nos invités. Et face à ces diminutions de subventions qui ne font que s'accroître, et l'État aussi se dit que le mécénat ça coûte cher, et peut-être que la niche fiscale elle va pas durer tant que ça. Effectivement, Aubery, un rapport de mai 2025, donc c'est très très récent, chiffre le coût de soutien de l'État aux associations et aux fondations à, tenez-vous bien, 49 milliards d'euros en 2023, dont 3,5 milliards d'euros au titre des réductions d'impôts mécénat.
On le voit bien, la tentation peut être grande de récupérer cette manne financière et c'est d'ailleurs fort de ce constat que l'ancien gouvernement Bayrou avait envisagé pour les dons effectués par les entreprises de transformer la réduction d'impôt de 60% en simple, ouvrez les guillemets, déduction de la charge de mécénat du résultat imposable, fermez les guillemets. Alors, si je dois traduire ça en langage courant, pour un don de 100 €, le coût réel pour l'entreprise passerait de 40 à 75 €. C'est beaucoup moins avantageux d'un coup. Alors, cette mesure, elle n'a pour l'instant pas été adoptée. Et si un jour elle l'était, on peut se demander si elle ne serait pas contre-productive pour l'économie. C'est une question qui est parfaitement légitime. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement en rognant sur les avantages fiscaux du mécénat, en le rendant moins attractif aux yeux des entreprises, ce sont de nombreux emplois qui sont menacés au sein du monde associatif et puis plus largement de l'économie sociale et solidaire. Plusieurs questions vont se poser. Comment mécènes et bénéficiaires traversent-ils cette épreuve et quelles en sont les conséquences pour eux ? Quel regard pose-t-il sur la menace de rabot fiscal qui pèse sur le mécénat et sur leurs projets ? Et comment la générosité des entreprises peut-elle trouver un nouveau souffle et se réinventer ? Et c'est toutes ces questions qu'on va aborder avec nos 3 invités autour de la table. Maître Philippe Marchand, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat fiscaliste et directeur associé au sein du cabinet Filiale Val-de-Loire-Océan. Vous êtes spécialiste de l'économie sociale et solidaire. Thomas Mindron, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes le directeur du festival de Poupée. Tiffany Dupuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication institutionnelle et du mécénat pour Sodebo. On l'a entendu, il peut y avoir une menace sur le mécénat. Thomas Mindron, ça ressemblerait à quoi un festival de poupées sans mécène ? J'ai envie de dire pas à grand chose. C'est sûr que pour nous, dans notre modèle économique du festival, c'est quand même un quart du budget. Donc je vous laisse imaginer sans ce quart-là. Maintenant, c'est vrai qu'on en parle. Alors souvent, je dirais pas. Je pense que ce que Marie a ajouté à la fin pour, on va dire, contrebalancer cette menace, nous parle plus. En tout cas, on n'imagine pas un monde sans mécénat où certainement que beaucoup d'associations s'en disparaîtraient finalement. Et certainement qu'il y aurait une forme de levée de bouclier. Je sais pas comment on s'en sortirait. En tout cas, c'est une forme de subvention pour nous. Quand on sait, et là on en a parlé aussi des Pays de la Loire, qu'elles ont tendance à baisser, là c'est un très bon exemple par chez nous. Donc voilà, nous, le mécénat, c'est vrai que ça peut paraître un peu joueur de miser tout là-dessus sur une économie d'association. Maintenant, on est plutôt confiant. Alors on peut peut-être supposer que les règles du jeu vont peut-être évoluer, mais de là à disparaître, voilà, on va en parler j'imagine, mais on espère en tout cas, on croise les doigts pour que ce soit pas le cas évidemment. Tiffany Dupuis, pour vous, c'est probable, possible, envisageable que le mécénat disparaisse ? De chez Sodebo ? Alors, même de disparaissent déjà les avantages fiscaux de la loi, et que ça disparaisse, et donc quel impact ça pourrait avoir sur la fondation ? Non, j'y crois pas trop non plus. Je pense que la solidarité est quand même dans les têtes et dans les cœurs des gens, donc j'ose espérer que ça perdurera. Et chez Sodebo, en tout cas, c'est pas du tout à l'ordre du jour pour nous. Donc on est solidaires et mécènes depuis de nombreuses années. On en reparlera peut-être tout à l'heure et on continuera de l'être. Dans les questions que vous posent vos clients, maîtres, il y a cet avantage fiscal. Ça fait partie des leviers de pourquoi est-ce que vos clients font du mécénat ? Alors, on a plusieurs types de sociétés, en fait. Vous avez des sociétés qui, culturellement, sont portées par le mécénat. Donc, celles-ci sont tellement concernées par le mécénat que c'est devenu finalement un business model aussi pour ces sociétés. En revanche, les nouvelles sociétés, ou les sociétés en tout cas qui s'interrogent sur le mécénat, qu'elles ne pratiquent peut-être pas ou très peu, eh bien, peuvent y trouver un intérêt. Ça a été rappelé tout à l'heure par Marie, notamment sur la facilité d'intégration de salariés, le fait de maintenir aussi en place des salariés qui, on le sait bien pour les plus jeunes d'entre eux,
recherche du sens. Et le mécénat leur permet effectivement de trouver ce sens, mettant. On a parlé, je crois, du mécénat de compétences tout à l'heure. Peut-être qu'on y reviendra plus en détail tout à l'heure. Sur ce mécénat de compétences, c'est vraiment l'illustration de ce que peut trouver comme sens un salarié au sein de son entreprise pour mettre son expertise au profit d'une structure qui, elle, n'est pas lucrative. Justement, Philippe Marchand, avant de rentrer dans le détail du mécénat de compétences, des avantages fiscaux, de la marque employeur, etc., est-ce que vous pouvez nous redire c'est quoi le rôle d'un avocat dans un dossier mécénat auprès d'une entreprise, mais aussi d'une association comme Poupée ou une radio associative comme RCF Vendée? Alors pour un avocat fiscaliste, puisque c'est ce que je suis, c'est à la fois de s'adresser effectivement à l'association qui va bénéficier de ce mécénat, et puis l'entreprise qui donc va participer à cette action de mécénat. Alors du côté de l'association, même si on voit bien que les intérêts sont communs dans cette affaire, les obligations ne sont pas les mêmes. Et les sanctions non plus sont pas les mêmes. Donc vis-à-vis de l'association, c'est plutôt d'aller regarder si elle remplit les conditions pour permettre à son gentil mécène de bénéficier de ce que vous avez appelé tout à l'heure la carotte fiscale, Marie. Et du côté de l'entreprise, c'est aussi de s'assurer que l'association qu'elle aide par le mécénat remplit les conditions pour lui permettre d'avoir cette carotte fiscale. Donc on voit en fait que le centre du sujet, si on le prend par la lorgnette fiscale, en tout cas, c'est de s'assurer que le versement qui est fait, de quelque manière qu'il soit au profit d'une association, soit éligible à la réduction d'impôt. Il y a des domaines qui attirent plus que d'autres sur vos clients, par exemple, pour pouvoir faire du mécénat ? Je pense que ça dépend beaucoup du décideur au sein de la société, au sein de l'entreprise, qui peut avoir peut-être plus, j'allais dire, des atomes crochus, entre guillemets, vous me permettrez l'expression, avec un secteur d'activité plutôt qu'un autre. Et aussi la façon que le chef d'entreprise a de faire adhérer ses salariés, à qui il peut déléguer plus ou moins de latitude pour aller chercher effectivement peut-être plus un secteur d'activité qu'un autre en termes de mécénat. Depuis 2011, Sodebo a sa propre fondation. Tiffany Dupuis, vous en êtes la responsable de communication institutionnelle et de mécénat. Pourquoi il y a eu cette volonté pour ce fleuron de l'agroalimentaire vendéen de créer sa propre fondation ? Alors déjà, on peut remonter un petit peu plus loin dans le temps. Donc l'entreprise a un peu plus de 50 ans et le mécénat, les actions de solidarité, c'est absolument pas nouveau. Donc l'année 2011, elle marque juste la création de cette fondation qui était dans la continuité de tous les projets qui pouvaient être soutenus jusqu'alors. La fondation, elle a été créée pour plusieurs raisons, pour structurer l'organisation autour de tous ces dons et tous ces partenariats, pour également donner un peu de lisibilité à nos projets, à nos axes également. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais en effet, on a, nous, des champs, on appelle ça des axes d'intervention. Voilà, et puis ça permet aussi d'inscrire de manière publique, dans la durée, les engagements. C'est quoi ces axes sur lesquels vous intervenez particulièrement à la Fondation ? Alors, la Fondation Entreprise Sodebo, elle intervient dans quatre domaines. Le premier axe qui est en lien avec notre activité, c'est la lutte contre la précarité alimentaire. Donc là, on va venir en aide à des réseaux d'épiceries solidaires, par exemple, des associations qui œuvrent contre la précarité alimentaire des étudiants, à titre d'exemple. Le deuxième axe, c'est autour de la santé. Donc là, on peut venir sur des projets autour de la recherche médicale, par exemple, ou d'aider, de soutenir la vie des soignants ou des patients dans certaines structures. Troisième axe, c'est l'accès au travail, favoriser l'accès au travail. Donc là, on peut aller sur du soutien à l'entrepreneuriat, à la réinsertion sociale, des choses comme ça. Et le quatrième axe concerne la protection de la cellule familiale. On va venir en aide dans cet axe-là à des associations sur, par exemple, les violences conjugales, sur la maltraitance infantile, voilà, ce genre de structure. Donc 4 axes différents.
Vous parlez de violences conjugales des violences faites aux femmes. C'est peut-être aussi l'occasion de faire un petit focus sur une initiative un peu en marge avec la gendarmerie nationale. Ça fait partie aussi quelque part de la générosité de l'entreprise Sodebo. Oui, tout à fait. C'est vrai que vous parlez de la fondation d'entreprise, mais la solidarité, elle s'exprime de manière un peu plus large. Donc, en effet, depuis 2020, à l'initiative de la gendarmerie de Montaigu, qui est la commune sur laquelle on se situe, on a donc créé un partenariat qui met les produits Sodebo à disposition d'un numéro de téléphone et d'une cause. Concrètement, donc là, on fait cette année la 4e opération dans ce sens, donc pour la 4e année consécutive, on va mettre les produits Sodebo, enfin certains, au service. Alors cette année, en concertation avec la gendarmerie nationale, on va relayer le numéro de Allo Enfance en danger. C'est le numéro 119 et à partir de la semaine prochaine d'ailleurs, c'est tout frais. Ce sont un total de 38 millions de produits Sodebo qui porteront sur leur emballage un petit carré en fait avec ce numéro qui sera poussé pour venir en aide ou déclencher possiblement des appels. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres si on revient à la fondation Sodebo, le budget, c'est quoi, le nombre de projets aidés, ça représente quoi à peu près? Alors la fondation d'entreprise Sodebo, c'est un budget d'environ 300 000 € par an, qu'on remet dans ces 4 axes que je viens de décrire précédemment. C'est pas mal de demandes, c'est environ 1000 demandes qu'on reçoit à l'année. Vous choisissez comment? Alors on choisit. Alors il y a un élément dont j'ai pas parlé aussi dans les critères de choix. Il faut que les projets que l'on soutienne, ils aient lieu sur notre territoire. Alors nous, ce qu'on appelle notre territoire, c'est évidemment la Vendée, mais on est au croisement également de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. Nos salariés aussi habitent sur ces départements-là, donc nous notre territoire, il s'élargit à ces 3 départements-là. Donc le premier critère déjà, c'est est-ce que le projet il a lieu sur un de ces départements-là. C'est important pour nous. Ensuite, c'est ces fameux 4 axes que je viens de décrire, qui sont aussi un critère. Et puis il y en a d'autres, comme aussi par exemple le nombre de bénéficiaires qui peuvent bénéficier de l'aide ou du projet de l'association ou de l'événement qu'on va venir soutenir. Thomas Mindron, vous l'avez dit, c'est 25% du budget de Poupée qui repose sur le mécénat. C'est un choix que vous avez fait il y a déjà longtemps. Vous étiez un peu précurseur dans faire ces démarches vers le mécénat. Comment est-ce que ça a commencé cette envie d'aller travailler sur les entreprises et de reposer sur elles, entre guillemets ? Disons que c'était peut-être une réflexion. Alors du coup, moi j'ai 38 ans, le festival en a quasiment 40, donc j'étais pas forcément à l'origine de cette stratégie, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, ça a commencé dans les années 2000. Le sponsoring, le partenariat, lui, a toujours existé depuis la première édition en 87. À la limite, c'est pas très nouveau. Ce qui était nouveau à un moment donné, c'est vraiment d'actionner ce côté mécénat et finalement d'accélérer finalement ce soutien privé à un événement associatif. Après, le pourquoi... c'est certainement aussi limiter les risques et de se dire que un événement comme le Festival de Poupée, de prime abord, c'est la billetterie et les recettes annexes, bar, boisson, bar, restauration plutôt, et dans un contexte, en tout cas dans un milieu où les charges n'ont fait qu'augmenter, voire, alors si je pars depuis les années 2000, c'est plus que doublé, ça fait x10, je parle pas des cachets, donc en fait, ce levier-là qui nous était présenté était important. Alors effectivement, on est peut-être un peu précurseur, puisque pour arriver à 25% de la hauteur d'un budget, c'est certainement le festival, alors je vais dire pas français, mais pas loin en tout cas, on fait partie peut-être des premiers festivals qui ont autant de proportions de mécénat. Juste pour aller un peu plus loin, je pense que très vite, l'idée a été de se rendre indépendant, en tout cas de toutes les aides publiques. C'est surtout ça qui nous a motivés, en pensant que finalement, quand on est soutenu par des subventions, c'est pas qu'on a des comptes à rendre, mais on le voit bien à travers des exemples autour de nous que la politique elle est quand même bien présente et que dans une programmation artistique c'est fluctuant un peu, hein. Voilà. En tout cas, on tenait à avoir les coups des franges pour programmer ce qu'on voulait quand on voulait, et c'était pas si évident que ça quand on mise sur un soutien public qui est porté par des élus et des valeurs qu'on a aussi évidemment. Donc on s'est
très naturellement, à cause de ça, pour un souci d'indépendance, retourner par le soutien privé, dont le mécénat. Et quelques années après, on pensait pas avoir fait un si bon choix, puisqu'aujourd'hui, les subventions, faut réellement se battre pour les avoir, voire elles disparaissent sans qu'on demande à ce qu'elles disparaissent. On n'aurait pas demandé à ce qu'elles disparaissent, hein, clairement. Et donc, voilà. Et point de vue programmation, on est évidemment libre. Et j'allais dire, pour finir sur cette question, peut-être, c'est que c'est plus facile, a priori, de remplacer une entreprise par une autre, aller faire du porte-à-porte et de dire pourquoi il faut nous aider, plutôt que d'aller rechercher un autre territoire qui se comptent sur les doigts d'une main. C'est la commune, c'est la communauté de communes, c'est la Vendée et c'est la région. Et un peu la France sur certains dispositifs. Mais ça s'arrête à ça. Et quand t'as tout perdu, t'as tout perdu. Mais vous l'avez dit, il y a ce porte-à-porte, ça prend du temps de faire du mécénat. C'est aussi des compétences que vous avez développées à l'intérieur du festival ? Alors ça a beaucoup évolué avec le temps. Au début, c'était externalisé. On avait, pour démarrer, connaissant pas le dossier et comment faire, confié ça à une entreprise extérieure. Petit à petit, ça s'est recentré sur le festival, puisque c'est quand même, on l'a compris, un peu stratégique. Donc, on l'a internalisé. Bon, ça fait partie de mes missions personnellement. En plus d'être directeur, voilà, il y a plusieurs casquettes à Poupée. Et donc, oui, parce que, mine de rien, ce mécénat, pour que les entreprises nous fassent confiance dessus, il faut aussi les passionner et puis qu'ils adhèrent à notre histoire. Et en fait, on s'est rendu compte que qui mieux que les porteurs de projets pour les faire adhérer à ça. Et donc, voilà, en tout cas, on sait ce qu'on leur vend quelque part. Pour bien comprendre le poids du mécénat au sein du festival de Poupée, j'aimerais, Thomas Madron, que vous nous donniez 2 chiffres, voire 3, le nombre de mécènes d'entreprise, le poids du mécénat dans votre budget, et puis le poids de la subvention que la région vous versait, pour bien qu'on puisse comprendre. Oui, il n'y a pas de problème, évidemment. Du coup, le nombre de mécènes, c'est 160, ce qui est pas rien. Hein. Non, c'est important. Voilà, c'est très important. 1 600 000 euros, c'est le mécénat plus partenariat. À l'intérieur, si on retire le partenariat, on est plutôt à 1,4 million, un peu plus de mécénat, ce qui est quand même beaucoup, déjà par rapport au partenariat, si on peut mettre dans la balance les deux. Et ensuite, les subventions qui nous restent, si on écarte les Pays de la Loire désormais, c'est environ 100 000 euros sur 6 millions hors taxe de budget. C'est pour vous dire la proportion de subventions qu'on a. Et à l'intérieur de ces 100 000, on avait 14 000 euros des Pays de la Loire. Donc, quelque part, on peut aussi se poser la question de savoir pourquoi il y a un lever de bouclier pour, entre guillemets, si peu dans une proportion pareille. Alors nous, on pense que c'est plus une question de principe, en fait, plus que l'aide qu'on n'a plus des Pays de la Loire. Quand je dis en principe, c'est penser que les associations, comme le Festival de Poupée, amènent une forme de culture dans un territoire, Pays de la Loire, la Vendée. Ou le bocage. Ou le bocage, à titre gracieux, puisque c'est finalement des bénévoles qui s'en occupent. Et on pourrait se poser la question de qu'est-ce qui se passerait si des associations comme les nôtres n'existaient pas, et est-ce qu'il ne serait pas d'utilité ou de devoir public de devoir faire quand même des actions culturelles, et à quel prix? Et en fait, c'est là où on pense que 14 000 euros, ou en tout cas quelques subventions que ce soit, c'est toujours une forme quand même d'économie pour les pouvoirs publics, puisque ça coûterait de toute façon beaucoup, beaucoup plus cher. Et ça, je le dis assez facilement, dans le sens où, forcément, que quand on est du métier, on se renseigne sur d'autres territoires et d'autres régions. Et il y a des régions qui ont moins la chance que nous, on l'a dit en préambule, la Pays de la Loire est très culturelle, associatif et compagnie. Ailleurs où il n'y en a pas, c'est bien finalement les élus qui s'y collent avec l'argent de tout le monde. Hein. Et là, c'est pas la même, clairement. Dans le contexte actuel, donc on a parlé du contexte politique, il y a aussi ce contexte économique qui est quand même un peu tendu. Vous le sentez ? Vous le ressentez sur vos mécènes, chez vous, à Poupée ? Ah, on le ressent évidemment. Ensuite, paradoxalement, ils n'ont jamais été aussi présents. Peut-être que le fait d'être mécène du festival, c'est aussi vouloir dire soutenir quelque part une action, une forme de fierté en fait. J'ai l'impression que le Festival de Poupée appartient à tous les Vendéens désormais, y compris les entreprises. Donc, je veux dire que des fois, plus c'est dur, plus ils ont envie d'être présents.
Il y en a même qui vont dire le contexte va pas être facile et on va donner plus. C'est ce qui est un peu surprenant et incroyable. Je pense qu'on est aussi un territoire de France, je parle de ce bocage vendéen là, qui est certainement un des plus dynamiques. Ça, on s'en rend compte aussi. Ça, c'est une chance qu'on mesure encore pas d'avoir. Nos collègues de l'autre bout de la France ont d'autres difficultés de trouver des mécènes. Ce qui est aussi très surprenant pour le festival de poupées, c'est que vous avez une liste d'attente pour être mécène. Ah oui, alors ça participe au fait que partagez-la avec RCF. Non, alors c'est vrai que c'est une forme de chance. Je pense que on parlait aussi tout à l'heure peut-être de domaines qui sont plus attractifs que d'autres. Bon, faut se dire ce qui est. Le domaine de la musique, du spectacle, de l'événement est plutôt attirant. Et il y a une forme d'envie d'en être qui est très fort. Et aujourd'hui, la chance qu'on a effectivement, c'est d'avoir cette forme de liste d'attente d'une 50aine d'entreprises qui frappent à la porte. Et ça, c'est d'une part rassurant pour l'association, mais c'est aussi... ils m'excuseront s'ils m'écoutent, les mécènes, mais en tout cas, le sachant... c'est plus facile de partir que de revenir, donc souvent on s'accroche aussi un peu à cette place. Voilà, nous on est libre de faire ce qu'on va pouper, évidemment. Et en tout cas, c'est une vraie chance, c'est sûr. Le contexte économique, Tiffany Dupuis, sur la fondation, vous nous avez dit, c'est près de 300 000 euros. C'est ressenti aussi chez Sodebo, ou alors c'est sanctuarisé, il y aura 300 000 euros pour la fondation et pour faire ces actes de philanthropie? Non, ça restera le montant. De toute façon, on a un engagement. Tout est encadré, donc 300 000 euros, ça restera l'enveloppe qu'on continuera à distribuer chaque année au titre de la fondation d'entreprise. Ouais. Le contexte économique ne jouera pas dessus. Écoutez, pour le moment, en tout cas, cette enveloppe n'a pas prévu de bouger. Elle n'a pas bougé depuis le début, donc voilà. Et vous, maître Philippe Marchand, ce contexte économique un peu tendu, vous le sentez avec vos clients? Ils hésitent avec le mécénat ou alors ils disent que c'est une opportunité pour avoir les avantages fiscaux dont on a parlé? Ce qui sauve sans doute le mécénat, c'est la RSE aujourd'hui. C'est-à-dire cette démarche vertueuse. Alors quand je dis je sauve, c'est ce qui sauve, c'est peut-être un peu excessif dans le propos, mais en tout cas ça aide bien le maintien du mécénat, y compris dans des entreprises qui manifestement souffrent économiquement, et c'est pas propre au département ou à la région. On voit bien que c'est général, avec en plus des prises de position que vous avez rappelé, Thomas, tout à l'heure, en disant sur certains secteurs d'activité, avec des régions qui réduisent considérablement donc les subventions. On a donc besoin, pour couvrir le budget, de recettes. Et ces recettes, il n'y a pas de miracle. C'est soit on les fait grâce aux activités qu'on mène, et les recettes qui sont générées par ces activités, quitte à les développer d'ailleurs, en essayant de découvrir d'autres activités, fussent-elles lucratives, et c'est pas un gros mot pour une structure à but non lucratif, soit effectivement d'aller chercher le mécénat. Et si vous me permettez, j'ajouterais un point alors qui, sans faire trop de technique, c'est que le législateur, il a facilité aussi le mécénat pour ce que je pourrais appeler des PME. Vous avez rappelé tout à l'heure, Marie, que la réduction d'impôt était de 60%. Bon, maintenant, il y a un plafond. Et ce plafond Je l'ai pas dit, oui. Mais j'en profite j'avoue. J'en profite pour le préciser. Donc il est cette réduction d'impôt de 60%, elle est cantonnée avec un plafond qui dépend du chiffre d'affaires en principe de l'entreprise donatrice, qui est donc de 5 pour 1000 de son chiffre d'affaires. Mais pour les PME, on a la possibilité d'aller chercher un plancher de 20 000 aujourd'hui. 20 000 euros. Ce qui fait que une entreprise qui ferait 1 million d'euros, pour reprendre un exemple chiffré, en principe on aurait 5 000, mais si elle donne 20 000, on peut avoir comme assiette de la réduction d'impôt, donc c'est 20 000, et donc ça fait 12 000 de réduction d'impôt. Donc y compris pour des PME, pour faciliter en fait les actions de mécénat pour cette typologie d'entreprise. Je voudrais citer une information et vous faire réagir là-dessus. Le Admical me signalait que quasiment toutes les ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire, quasiment toutes les ETI de la région sont mécènes. Est-ce que ça veut dire que le mécénat a besoin d'un fort ancrage territorial pour exister? Est-ce qu'on aide
plus facilement l'association d'à côté que celle à l'autre bout du pays ou au bout du monde carrément. C'est à moi que vous posez la question. À vous par exemple, et puis aux autres invités qui souhaitent répondre. Je pense que c'est surtout lié à la taille et au rayonnement de l'entreprise. Je sais pas, hein, quand on est le plâtrier du coin, pour un exemple, on aura peut-être plus tendance à être présent avec l'association locale plutôt que d'aller construire ou reconstruire Notre-Dame. J'ai l'impression que quand on est LVMH, on va peut-être aller aider des causes peut-être autres ou d'autres envergures. Je suppose qu'il y a une relation assez étroite entre la place qu'on a dans un territoire et son rayonnement avec finalement l'envergure du projet. Je remarque souvent ça, moi. Oui, je pense que vous avez totalement raison. Quand on regarde notamment les actions qui sont menées, je crois que vous le citiez, Marie, à l'international, on a plutôt effectivement des entreprises dites de taille intermédiaire, donc des très grosses entreprises, parce que l'image qu'elles véhiculent, elle n'est pas simplement sur, et c'est pas péjoratif du tout, hein, sur un territoire local, mais elle est internationale. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que le législateur y a mis quelques conditions en disant attention, il faut que ce soit managé quand même depuis la France pour que on puisse avoir droit au mécénat, en tout cas mécénat fiscal. Vous l'avez dit aussi, Tiffany, chez vous, c'est ces 3 départements qui sont limitrophes. Je voulais témoigner dans ce sens, puisqu'on fait partie en effet de ces structures qui œuvrent plutôt sur le territoire. Nous, on l'a fait parce que c'est là qu'on se sent le plus utile et le plus légitime. On le fait aussi parce qu'on est proche des assos, on est proche des bénéficiaires. Ça nous permet d'être au contact, d'aller sur le terrain, de voir les besoins concrètement. Et puis la troisième raison aussi qui nous fait œuvrer sur le territoire, c'est que c'est là que vivent nos salariés. Donc directement ou parfois indirectement, ils peuvent bénéficier des soutiens qu'on peut faire auprès des assos, eux, leurs proches, leurs familles, etc., etc. Philippe Marchand, est-ce qu'on peut mesurer comment le mécénat profite à un territoire comme la Vendée, comme la région Pays de la Loire? Est-ce qu'il y a des outils qui existent pour qu'on mesurer les retombées économiques du mécénat sur le territoire? Alors c'est très compliqué d'avoir une idée précise d'une retombée d'une opération qui normalement est sans contrepartie. Normalement est important. Je dis bien qu'il est normalement sans contrepartie, puisque on voit bien qu'il y a d'abord des contreparties qui sont autorisées dans certaines limites. Donc c'est très compliqué d'avoir une idée du retour sur je vais pas dire investissement puisque je serais déjà sur la contrepartie. C'est déjà très compliqué en termes de sponsoring, puisque vous avez fait la différence tout à l'heure entre le mécénat et le sponsoring. Même sur le sponsoring, qui là est une action à contrepartie, j'allais dire totale, hein, puisqu'on attend un retour sur investissement avec un impact direct en principe sur le résultat. C'est déjà compliqué. Alors il y a quelques outils, mais c'est déjà compliqué. Donc pour le mécénat, j'aurais tendance à répondre que c'est difficile d'avoir une idée très très précise de la retombée exacte. En tout cas en termes chiffrés. Je pense que l'impact, il est, on l'a dit un peu tout à l'heure sur la RSE, et aussi sur l'implication que les actions de mécénat peuvent avoir sur le personnel. Je fais le lien avec ce que vous disiez, c'est-à-dire que plus on a un ancrage local, plus aussi on a la possibilité d'avoir des salariés qui s'investissent dans des actions associatives locales. Oui. Vous disiez, Tiffany Dubois, tout à l'heure qu'il y avait près de 1000 projets qui étaient chaque année soumis à la Fondation. C'est un chiffre qui est en augmentation. Vous avez l'impression d'être plus sollicité qu'avant ou pas? Alors, il y a eu un vrai décrochage au moment du Covid. Donc là, ce chiffre-là, c'est celui qu'on avait avant le Covid, à peu près. Donc oui, le nombre augmente et revient à un niveau d'avant Covid. Et c'est quel axe particulièrement qui vous sollicite sur la Fondation? Les 4. Les 4, il y a vraiment équité entre le bien manger, la santé, et puis ce qu'on a vu sur l'action. Ouais, complètement. Ouais, je pense que les 4 axes, j'ai pas les chiffres en tête exacts, mais on est à peu près à part égale. Thomas, vous le disiez, vous avez une liste d'attente de mécènes. J'ai vu dans votre œil que ça s'allumait du fait que vous aviez 20 000 euros sur le chiffre d'affaires. Vous avez un nouvel argument. Là, j'ai hâte de partir de l'émission pour aller rappeler tout le monde.
Non, mais tout va bien. Et justement, vous les sentez, vos mécènes, ils sont fidèles. On a compris que c'était un acte militant quasiment, hein, de soutenir le festival de poupées. Est-ce qu'ils vous disent, j'ai été aussi sollicité par tel club de basket parce que les clubs de sport sont aussi victimes des subventions publiques, telle association parce que la chorale, etc. ou pas? Oui, ils ont tous des choix à faire et ils sont même très souvent investis dans beaucoup d'associations, même très différentes, que ce soit de l'ordre sportive ou caritative. Après, nous, on n'est pas du tout dans une logique de concurrence à ce moment-là. On dit qu'il y a de la place de tout le monde et surtout qu'il y en a, que tout le monde en a besoin. Donc on sera encore vraiment mal placé pour essayer de garder une place quand on sait qu'il y a une forme de liste d'attente. Donc le sujet, il n'est pas trop là. Oui, en tout cas, ils aident beaucoup et ils tiennent d'une manière générale en tout cas, ils sont attentifs à aider le plus grand nombre. Je pense que ça rejoint beaucoup ce qu'on se dit tout à l'heure par rapport certainement à leurs salariés et tous ceux qui les entourent, d'être présents le plus possible et ça leur tient vraiment à cœur. Ouais. On parlait du mécénat qui ne doit pas avoir de contrepartie, en tout cas une contrepartie qui est très encadrée. Comment vous faites, vous, pour gérer ça avec vos mécènes? C'est vrai que le sujet a été évoqué avec le normalement tout à l'heure. Et en fait, il y a une forme de tolérance qui existe, qui est plutôt actée, même si elle n'est pas écrite à 100% dans les lois, visiblement. Manifestement, il n'y a pas de définition du mécénat dans la loi, de toute façon. Donc voilà. Mais par contre, il y a une forme de règle qui existe, qui est la même pour tous. En tout cas, tout le monde s'accorde à le dire. Alors, j'espère que ça va pas changer aujourd'hui, sinon on n'est pas très bien. C'est de se dire que il y a une forme de petite contrepartie qui doit pas dépasser 25% de la hauteur du don. Quand on a donné 1000, c'est pas plus de 250, 10 000, 2500. Et ce petit à côté pèse beaucoup quand même dans le choix des entreprises de suivre quand même des associations, en tout cas des événements comme les nôtres, puisque ne serait-ce qu'elles soient pas à la hauteur de ce qu'ils vont réellement mettre, parce que je reprends l'exemple de 10 000 euros, ça va quand même leur coûter 4 000, alors qu'ils ont que 2 500 euros de contrepartie. Ne serait-ce que ça les motive. C'est pas rien de pouvoir le faire. Alors, on y va vraiment avec des pincettes. En tout cas, nous, on s'impose une règle, c'est évidemment de pas le dépasser. On a trop peur d'être en dehors des clous, vu l'importance chez nous d'être dedans. Et j'en rejoins Philippe avec tout le métier. D'ailleurs, c'est Fidal qui nous avait accompagnés à ce moment-là. C'est de vérifier qu'on est dans des règles et que on ne puisse pas nous reprocher d'avoir été trop loin. C'est quoi, c'est des places, c'est des... Oui, en ce qui nous concerne, c'est des places, des passes même pour être précis. Ensuite, suivant les différents domaines, ça va être autre chose. Dans le sport, j'imagine que ça va être X matchs de basket. À droite, ça va être des sandwichs, j'en sais rien, ou des t-shirts. Enfin, toutes les idées sont bonnes à la limite pour toujours, on va dire, motiver nos mécènes à nous suivre en se disant tiens, qu'est-ce que je peux avoir quand même aux entournures. Et c'est peut-être ça aussi qu'on citait comme exemple tout à l'heure pour dire les salariés des fois s'en ressentent bénéficiaires. C'est ce genre de petites contreparties qui peuvent aider aussi à offrir autour de nous, autour d'eux en tout cas, des accès. Justement, Tiffany, comment vous embarquez les salariés dans vos projets de mécénat chez Sodebo ? Alors, comment on les embarque ? De plusieurs manières. On l'a dit tout à l'heure, on organise chaque année entre 3 et 4 actions de solidarité, où là, c'est chouette, on se retrouve autour d'une cause, autour d'une marche, autour d'une course, autour d'un événement. Récemment, Octobre Rose a mobilisé pas mal les équipes en interne, donc c'est toujours des moments forts. Est-ce que certains viennent vous porter des idées de projets, de mécénat ? Ouais, j'allais y venir puisque en effet sur les 70-80 projets qu'on soutient par an, j'ai pas dû répondre à votre question tout à l'heure, je le fais maintenant. Il y a un peu moins de la moitié qui sont portés par des salariés. Quand je dis portés, c'est soit le salarié fait partie de l'association, membre du bureau, voire président, ou il est bénévole et acteur de l'association. Donc nous, c'est un élément aussi qui est important dans nos choix et dans nos projets. On a évoqué tout à l'heure dans le décryptage de Marie qu'il y avait plusieurs formes de mécénat et il y a notamment ce don en nature qui est extrêmement important pour vous qu'êtes entreprise agroalimentaire. Oui, complètement. Donc ça, c'est un autre pan important de la solidarité chez Sodebo. On est partenaire de 7 structures qui œuvrent sur le don alimentaire, donc les banques alimentaires, Restos du Cœur, Haltes du Cœur, toutes ces associations-là. Et en moyenne,
on distribue chaque année entre 150 et 180 000 produits à leurs bénéficiaires. Et ces produits-là, comment est-ce qu'ils sont choisis pour que nos auditeurs se disent pas, ça y est, c'est bim, la date de péremption, vous vous en débarrassez? Non, pas du tout. C'est des produits, qui sont, qui arrivent sur la plateforme d'expédition logistique, selon nos process. Et lorsque les produits sont disponibles, on appelle les associations pour leur indiquer que, on a un lot de pizzas ou de sandwichs disponibles pour eux et qu'ils puissent venir les récupérer rapidement. Maître Marchand? Oui, je voulais abonder dans votre sens parce que ça n'aurait pas de sens en fait, indépendamment de l'image, mais sur le produit fiscal mécénat, plus vous vous approchez de la DLC, moins la valeur du produit a de la valeur, enfin est importante. Donc moins elle est déductible fiscalement. Donc moins effectivement elle produit des effets, en tout cas si on parle juste de la réduction d'impôt. Voilà, donc il faut pour autant qu'on ait cette idée de dire ce sont des produits qui finalement sont proches, très très proches de la DLC. Il faut enlever cette idée de sa tête parce que finalement ça n'a pas d'intérêt, fiscal. Si on cherche la carotte fiscale parmi les intérêts du mécénat, en tout cas. Vous évoquiez tout à l'heure, Philippe Marchand, le fait qu'il y avait des nouvelles entreprises qui commençaient à regarder, à se pencher sur le mécénat. Il y a une culture quand même très vendéenne dans la solidarité. Ces entreprises, c'est les nouveaux entrepreneurs qui sont pas encore complètement au fait du mécénat, c'est quoi ? Vous avez toute typologie d'entreprise par rapport à la question que vous posez. Encore une fois, je pense qu'il faut y goûter une fois pour y trouver du sens. Je disais tout à l'heure, à part les situations où on a des dirigeants qui sont ancrés déjà sur le mécénat, qui c'est presque culturel chez eux, ou des salariés à qui on a délégué une vraie décision sur le choix, quel secteur d'activité, jusqu'où on peut aller. En dehors de ces situations, je pense qu'il faut que ce soit une association qui vienne porter la parole, peut-être dans un pays inconnu pour des entreprises, et notamment des entreprises, encore une fois, de petite ou de moyenne taille, qui se disent c'est pas pour nous en fait. Vous voyez, donc il y a aussi sans doute un peu de communication à faire de ce point de vue. Philippe Marchand, vous allez garder la parole parce que j'avais une question pour vous. On parlait du mécénat de compétences à l'instant. Est-ce que dans ces temps de crise économique, de coupe budgétaire, est-ce que les entreprises, elles se disent pas, tiens, faire du mécénat de compétences, c'est peut-être plus intéressant que faire un don numéraire? Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est très délicat de répondre à cette question, mais prenons l'hypothèse effectivement d'une entreprise qui souffre et qui a envie malgré tout de garder ses salariés. Peut-être que le tiers de temps qui n'est peut-être pas employé par cette personne pour l'activité traditionnelle qui est la sienne au sein de l'entreprise, peut-être qu'elle peut être mise effectivement à disposition d'une association et qui permet d'avoir au moins cette carotte fiscale. Donc si je comprends bien, le mécénat de compétences ou l'attribution d'un bien en nature, ça a une valeur. Ah oui, ça a une valeur. C'est pas gratuit. Alors oui, effectivement, on parlait tout à l'heure de dons de marchandises, on pourrait parler de dons également de matériel. Ça a une valeur pour l'entreprise parce qu'elle les a achetés d'une manière ou d'une autre. Elle les a achetés à un moment donné. Et elles sont des faits sans prix, en principe. On disait normalement tout à l'heure, puisqu'il n'y a pas de contrepartie. Donc elles sont des faits sans prix et pourtant ça a eu un coût à l'origine. Et donc à tout le moins ce coût-là peut servir en fait de base à la réduction d'impôts. Pour ce qui est du mécénat de compétences, le salariat a un coût, le salaire, les charges sociales qui y sont associées. Et quand un salarié est mis à disposition, je mets ce terme entre
guillemets, mais quand il est mis à disposition d'une association, je citais un tiers du temps, eh bien on va prendre effectivement comme économie fiscale les 60% du coût salarial représenté par cette mise à disposition. La question qu'on se posait et à laquelle on a essayé de répondre dans toute cette heure, c'était est-ce que les entreprises se doivent d'être généreuses, Thomas Mindron, à votre avis ? Je peux pas dire le contraire. En tout cas, mais je pense que je sais pas si on était là pour le prouver. En tout cas, il y a forcément un vrai intérêt qu'elle le soit. C'est vrai que cette attractivité, le fait qu'il y ait cette carotte fiscale, elle est importante. Je dirais même que vu le contexte économique et qu'on entend beaucoup parler de ces charges qui sont incroyablement fortes, c'est presque des fois une forme de petite vengeance perso. On entend ça un peu comme ça en disant quitte à le donner, je préfère le donner à une association. C'est souvent un peu ça aussi au fond. Et en plus de vouloir aider à un événement ou une asso. Donc voilà, je pense que évidemment qu'il faut qu'ils continuent tous ces gens-là et qu'ils nous rejoignent. Enfin en tout cas pour chez nous. Qui peuvent se positionner sur notre petite liste, il n'y a pas de problème. Oui, si vous n'avez pas envie d'attendre la liste, vous pouvez aussi vous positionner sur RCF Vendée. Tiffany Dupuis, à votre avis, est-ce que l'entreprise se doit d'être généreuse ? Je vais pas vous dire le contraire, évidemment, c'est important. Moi, ce qui me semble important aussi, c'est la sincérité de la démarche et l'authenticité, voilà, le relationnel avec les associations, avec les bénéficiaires. Je pense qu'en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on voit le mécénat, quel qu'il soit. Donc, voilà. Pas de mécénat washing. Ah, pas du tout. Non, d'ailleurs, peu de gens le savent, ce qu'on peut faire, nous, côté Sodebo. Donc, c'est vraiment une démarche d'action et d'utilité de notre côté, en tout cas. Et Maître Marchand ? Moi, je partage l'avis de mes deux compères. Effectivement, je pense que l'entreprise se doit d'être généreuse, et ceci d'autant plus si elle est une action portée sur l'ancrage territorial où elle est. Encore une fois, comme on l'a dit, ça permet d'associer plein de valeurs, plein de sens, plein de personnes à l'action qui est menée par l'association, et quel que soit son secteur d'activité. Donc je réponds oui. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir passé cette heure avec nous dans Parlons-en, en collaboration avec l'informateur judiciaire, Maître Philippe Marchand. Je rappelle que vous êtes avocat fiscaliste, directeur associé au sein du cabinet Fidial Val-de-Loire-Océan, et que vous êtes spécialiste de l'économie sociale et solidaire. Thomas Mindron, vous êtes directeur du festival de Poupée. Et puis Tiffany Dupuis, vous êtes responsable de la communication institutionnelle et du mécénat pour Sodebo. À bientôt. À bientôt, merci. Et nous avons été rejoints par un autre journaliste de l'IJ, Mathieu Marin, bonjour. Bonjour Aubéry. On va faire un point sur le sommaire de ce numéro du mois de novembre. Alors qu'est-ce qui fait la une ? Eh bien, c'est Alexandra Mial, directrice générale de Saprena. Diplômée d'une école de commerce et passée par le monde de la finance, elle a pris les rênes en 2017 de cette entreprise adaptée de Loire-Atlantique aux activités variées, par exemple des services de propreté ou d'espaces verts. À l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, notre collègue Nicolas Leport est allé à la rencontre d'Alexandra Mial, qui incarne une nouvelle génération de dirigeantes convaincues que l'inclusion est un levier de performance et non un coût. Aujourd'hui, il faut savoir que Saprena emploie plus de 500 collaborateurs, dont 67% en situation de handicap, et connaît une croissance à 2 chiffres. Et alors, dans le reste du magazine, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire ? Eh bien, on retrouve un focus sur la filière automobile en Pays de la Loire. Forte de 33 300 salariés répartis dans 484 établissements, elle connaît une dynamique contrastée. Dans sa dernière étude, l'Observatoire régional des compétences industrielles montre que les sites historiques liés aux véhicules thermiques souffrent, mais que d'autres activités tirent leurs épingles du jeu, notamment les poids lourds et les véhicules de loisirs. Au-delà des constructeurs, les sous-traitants ligériens misent sur la diversification. Beaucoup interviennent désormais dans l'aéronautique ou le machinisme agricole, ce qui limite les effets de la crise du thermique. On va aussi parler du dernier salon Serbotel. Les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration se sont retrouvés à Nantes le mois dernier et dressent un constat unanime. Le secteur traverse une période difficile entre l'explosion des coûts, les matières premières, l'énergie, la faiblesse du pouvoir d'achat des consommateurs et les tensions sur les effectifs. Face à cette conjoncture, de nombreux établissements ferment. On note 23 restaurants par jour en moyenne environ en France. Et la trésorerie devient très fragile. Malgré tout, les acteurs se mobilisent pour repenser leur modèle, renforcer l'innovation et l'attractivité afin de rebondir. Et du côté du cercle des experts, quoi de neuf ?
Eh bien, ce mois-ci, Benoît Pinault, préparateur mental, se penche sur un sujet inspirant, la cour du roi et si nos yes men vous conduisaient à l'échec. Alors concrètement, avoir dans son équipe des collaborateurs qui remettent en question les idées établies ou montrent peu d'enthousiasme face à de nouvelles stratégies peut sembler inconfortable. Pourtant, ces voix dissonantes sont souvent la ressource la plus précieuse d'une entreprise dans un monde en perpétuelle évolution. Notre expert vous explique tout. Et bien sûr, Aubéry, vous pouvez retrouver dans ce nouveau numéro de Digi la déclinaison de la dernière émission d'octobre consacrée à l'IA, coup de pouce ou coup de grâce pour l'emploi. Si vous avez envie de pouvoir l'écouter, que vous avez par exemple des trajets en voiture ou vous faites de la course à pied, vous allez sur rcf.fr ou vous allez sur toutes les plateformes et vous pourrez réécouter nos épisodes précédents. Merci beaucoup Marie Lodouard, merci Mathieu Marin. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Parlons-en.